Mademoiselle, camarade d'Afrique. mademoiselle, il s'agit de C'est ça, on doser, appelle, mettre il y a des les uns pantalons à sa et il y a les taille. autres. Bon, c'est pas Frère, grave, t'as pris un petit peu de bide, Trump on va a t'aider pris à Poutine enfiler ton pantalon. pour s'isoler J'avoue, avec cet lui été, on s'est mis bien, en on a Arabie bien Saoudite profité. pour aller T'inquiète, discuter voici de notre l'Ukraine. short Trump, luxury, il est il est américain, il est juste sur le continent canon. américain là-bas. Ce short va Et puis t'aider il à discute avec Poutine compresser qui est tout ce à que tu as l'est de l'Europe là-bas. engendré, donc toute ta C'est une petite question graisse qui toute concerne mignonne. le Et continent tu vas européen. pouvoir mettre ton jean C'est une à question qui l'aise. concerne Il va te l'Ukraine. faire une silhouette de fou malade. Macron ne peut pas Et venir il dans cette va arène. te Il ne peut pas. En tout cas, remonter mais le c'est comme fessier rappelle l'Afrique, on va sur parfaitement. la vidéo. Il est Le juste bon trop va de canon. côté. Regardez. Regardons attentivement. Regardez. Donald Trump veut aller vite sur Regarde. l'Ukraine. Premier passe mardi Il a en dit Arabie trop bien, Saoudite où ça s'est y est, rendu ça une veut partie de venir. son équipe. Des Ok, négociateurs russes avaient aussi montre-nous fait le derrière. déplacement. Ok, Première prise de guys. contact, donc jugée Ok, constructive par les sister. deux parties. Les Perfect. Américains annoncent la formation Le short, d'une il équipe est de haut voulu niveau pour ici. négocier la fin du Disponible sur conflit en notre site Ukraine. internet. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, lui s'est exprimé après cette rencontre inédite à ce niveau. Les États-Unis, dit-il, comprennent mieux la position de la Russie. On va écouter les deux hommes. Écoutez, Je pense que la clé de tout cela sera, en fin de compte, de trouver une solution acceptable sur le conflit en Ukraine pour toutes les parties concernées. Si cela se produit, non seulement le monde sera meilleur, mais cela ouvrira également de nombreuses opportunités. Non seulement diplomatiques, mais aussi des opportunités économiques. Мы обсудили, что пока еще нас разделяют, À l'issue de cette réunion, je peux dire que ça a été un succès. L'approche conceptuelle des étapes ultérieures a été définie par les présidents lors de leur appel téléphonique. полную решимость, конкретный настрой. Nous avons ressenti l'attitude et la volonté de nos homologues américains de faire avancer les choses activement. Et nous allons faire de même. Поручили президента активным образом, и мы этим тоже будем заниматься. Спасибо. Voilà, les Russes et les Américains qui brisent la glace et ça fait visiblement les affaires de Poutine. On retrouve à Moscou Écoutez. Gillian Colling. Cette journée était un peu la mise en le fait de montrer que voilà, les relations entre les deux pays, entre Washington et Moscou, étaient déjà en train de s'améliorer, je cite. Et par contre, il a sur un point peut-être plus concret de friction future, il a indiqué que pour la Russie, je cite, la présence de soldats de pays de l'OTAN était totalement inacceptable. Et il dit que les États-Unis auraient effectivement, en tout cas, entendu cette mise en garde. Voilà. Auparavant, il y a également eu un point presse de Yuri Ushakov, qui est le conseiller politique extérieur de Vladimir Poutine. Et on voit que cette équipe de poids lourds, justement, qui a été envoyée à Riyad, donc Lavrov et Ushakov, c'est pas anodin. Ça montre encore une fois que la Russie prend au sérieux ces négociations et ces discussions et voilà, en voyant encore une fois des poids lourds politiques qui ont une très longue expérience diplomatique à Riyad. Ushakov est quelqu'un qui a été ambassadeur à Washington très longtemps. Aussi, on sait que Kirill Dmitriev, le patron du Fonds souverain russe, se trouve également dans l'équipe, lui qui a étudié dans une très grande université américaine, qui parle anglais parfaitement. Donc voilà, ça montre encore une fois on va dire l'importance non négligeable donnée à Moscou à ces discussions. Et donc tout le monde, voilà, côté russe, s'accorde à dire que ça s'est bien passé aujourd'hui, les 4 heures de discussion, que les deux parties avancent sur un dégel des relations voilà, qui était au plus bas depuis des années, bien sûr. Et un dernier mot pour finir, c'est que selon Ushakov, les Américains comprendraient, je cite, la nécessité de prendre en compte les inquiétudes et les intérêts russes, ce qu'on sait qui était vraiment, on va dire, quelque chose de rabâché depuis très très longtemps par les Russes, comme quoi eh bien, l'Occident ne prendrait pas du tout en compte les desiderata russes, et que ce serait peut-être en train de changer avec l'équipe Trump. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de date pour une prochaine peut-être rencontre entre les deux présidents, mais c'est un premier pas, on va dire, et ça pourrait se débloquer assez vite sur les semaines à venir, encore une fois en Arabie Saoudite. frère, vous avez entendu. Vous avez entendu. La Russie a pris à cœur. La Russie a accordé une très grande importance à cette rencontre. Les États-Unis aussi ont accordé une très grande importance à cette rencontre. C'est Marc Rubio, secrétaire d'État américain, et puis Sergei Lavrov, ministre chargé des Affaires étrangères de la Russie. On va dire le secrétaire d'État américain représente le ministre des Affaires étrangères. Parce que chez eux, là-bas, c'est un gros cabinet. Il y a le chargé des Affaires de l'Afrique de l'Ouest, le chargé des Affaires de l'Afrique du Sud. Vous voyez, c'est comme ça chez eux, en fait. Donc, le secrétaire d'État, celui qui gère ça, celui qui gère tout ce département-là, c'est lui qui est Marc Rubio, là. Vous comprenez? Voilà. Mais, il est quand même, il représente le ministre des Affaires étrangères. Voilà. C'est celui qui a pris la place d'Anthony Blinken. Frère, depuis le début de la guerre, entre l'Ukraine et la Russie, depuis 2022, février 2022, jusqu'au départ de Biden, ils ne se sont jamais rencontrés, lui et puis Poutine. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que en réalité, eux, ils savaient, ils étaient dans un schéma. Ils étaient dans un schéma. Comprenez? D'enrichir l'état profond, d'enrichir les vendeurs d'armes, d'enrichir les rabbins d'Afrique. On va dire,
les mafieux. Vous comprenez? Donc, Trump est arrivé. Trump, lui, il ne mange pas de ce pain. Lui, il est arrivé. Lui, il veut faire business pour que le citoyen américain se sente à l'aise. Vous comprenez? Ok, c'est l'argent des citoyens américains qui s'en va toujours en Ukraine. 176 milliards de dollars d'aide américaine apportée à l'Ukraine. 176 milliards de dollars. Imaginez 176 milliards ce que ça peut apporter dans la vie des citoyens américains. Aujourd'hui, les minorités américaines sont délaissées. Il y en a qui ne mangent même pas. Aux États-Unis, si on te dit qu'il y a des gens qui meurent de faim aux États-Unis, tu ne crois pas, hein? Mais ça existe. Il y a des gens qui meurent de froid. Aujourd'hui, la température a chuté. Il y a des zones où c'est moins 30 degrés, moins 8 degrés. Il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire que les tempêtes, c'est-à-dire que les cyclones sont venus. C'est-à-dire que ça a frappé, ça a coupé l'électricité sur eux. Tu dis quoi? Souffrance sur eux. Mais le gars, il ramasse tout le jeton. Il s'en donne à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse se battre. Contre qui? Contre la Russie. Pourquoi? Pour enrichir les gens et pour tenter d'éradiquer, comme Poutine l'a dit, la Russie. Vous comprenez? Et dans ce brouhaha, les gens profitent pour vendre les armes au terreau. Mais c'est un cercle vicieux. Donc là, Trump a pris le trop à l'école. Les Macron se sont réunis hier. Et je crois qu'ils étaient 10 dirigeants de l'Union européenne. Je pense l'Espagne, l'Allemagne et tout cela. Ils sont réunis à l'Élysée pour parler, soi-disant, pour exiger leur participation au dialogue sur l'Ukraine. Trump dit, vous allez discuter de quoi? Avec qui? On a la même chose. Vous là, vous avez vu avec qui? On a la même chose. Qui était ici là? Il les a chassés tous. Il n'y a personne qui s'assoit à cette table. Les deux pays se sont assis et ils discutent tranquillement. Et vous allez voir, hein, ils vont trouver un terrain d'entente. Donc, déjà, le contact est établi entre Trump et puis Poutine. Il s'appelle régulièrement. Les deux ministres des Affaires étrangères vont s'appeler aussi régulièrement. Les deux délégations vont s'appeler régulièrement. Et ils vont mettre fin à cette maudite guerre qui n'a fait que durer. Et grâce à cette maudite guerre, les gens ils ravitaillent les terreaux de l'autre côté, dans le Sahel. Parce que les Macron eux-mêmes, ils ne peuvent plus directement les ravitailler. Il faut passer par les États-Unis. Donc quand les armes viennent des États-Unis comme ça, là, ils vendent les armes. Mais il y a un journaliste américain qui vient de le dire. Un journaliste américain proche de Trump qui l'a dit récemment même. Mais il dit les armes qui quittent aux États-Unis pour aller en Ukraine sont vendues. Il dit les Ukrainiens vendent ça aux gens du Sahel. Il a dit ça, clairement. Ça finit sur le marché noir. Les armes là. Est-ce que vous comprenez ça? Les armes là finissent sur le marché noir. C'est pourquoi il ne veut pas que la guerre cesse. Mais Trump a vu tout ça. Trump a compris tous les paramètres. Il voit, il a tout vu, il a tout calculé, il a tout checké. Parce que lui, il sait qu'il ne peut pas causer à ceux-là. Vous là, vous ne faites pas partie de notre discussion. La dernière fois, je crois que c'était en 2014, 2000 combien là, pendant les accords de Minsk, pour la mise en place des accords de Minsk, qu'est-ce qui s'est passé? Angela Merkel, François Hollande, eux tous ont pris part sur... Quand il y avait Sarkozy d'abord, après Sarkozy, pour la discussion après Sarkozy, Hollande a pris le relais. Hollande, Angela Merkel. Et puis, je crois, la présidente du conseil de la commission de l'Union européenne. Mais eux tous ont pris part à cet accord-là. L'accord allait où? Ça allait où aujourd'hui? Nulle part. Donc Trump, lui veut mettre en place quelque chose de solide. Donc il cause directement son égal. Les Européens, c'est des ourais, c'est des plaisantins. C'est pour leur dire que vous êtes des plaisantins. Vous là, vous ne comptez pas. Aïe boy. Vous ne comptez même pas. Oui, vous ne comptez pas. Vous êtes des petits. Vous comprenez ça? Vous êtes des petits manchins. Quittez là. Les doyens vont parler. C'est ça que Trump a dit là. C'est ça que Trump a fait comprendre là. Puis fouetter. Vous allez vous fâcher pour rien et puis il n'y a rien qui a sorti de là. Donc Poutine a dit qu'il ne veut pas voir les troupes de l'OTAN là-bas. Parce que les Européens sont en train de s'agiter. Ils veulent emmener. Parce que Trump a déjà dit. Il dit aucun militaire américain, aucune troupe américaine ne sera envoyée en Ukraine. Il a déjà dit ça. Donc même s'il y a une ligne, de, comment on appelle ça, une ligne de démarcation qui va constituer, on va dire, une frontière entre les deux,
entre l'Ukraine et, comment on appelle ça, et la Russie, eh bien, les troupes américaines ne viendront pas là. Mais les Européens disent qu'eux vont envoyer leurs armées là-bas. Ils disent qu'ils vont envoyer les militaires là-bas. Mais alors que les formes militaires, c'est les militaires otaniers. Mais ça va ça. Peut-être qu'il ne fait pas. Donc tout ce que vous proposez là, ça va aller nulle part. Peut-être qu'il ne fait pas. Trump dit qu'il a compris. Et Trump lui-même dit qu'aucun de ces gars n'ira là-bas. Donc ça veut dire que si lui, il est d'accord avec Poutine, vous pouvez voir. Vous allez envoyer vos gars comment? Je pense que peut-être que des casques bleus seront envoyés, peut-être. On ne sait jamais. Ou bien Poutine lui-même va prendre la décision, la garantie d'assurer la sécurité et d'arrêter de cesser le feu. C'est possible. En tout cas, on regarde les choses. On regarde la situation de très près, chers camarades. Vous serez informés au fur et à mesure. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples africains. Babou, président de la République Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah, on est ensemble. C'est Africa Intelligence qui donne l'information. Africa Intelligence qui nous donne l'information. Apparemment, chers camarades d'Afrique, la dette que Draman Ouattara a déjà contactée ne suffit plus. La dette ne suffit plus. Maintenant, il prend crédit pour payer crédit. Parce que la dette, mais il faut la payer. Quand tu prends crédit, il faut payer. Donc, or que les créanciers là, ils ne sont pas comme Diallo, où tu t'en prends crédit chez Diallo, quand tu n'as pas son argent, tu passes derrière la boutique, tu ne veux pas qu'il te voit. C'est pas ça. Hein? Les créanciers, tu ne payes pas leur crédit, ils vont même faire vautour derrière toi. Et si on met vautour derrière toi, ils vont saisir tes biens à travers le monde entier. Chers camarades, c'est là, donc, de peur de l'humiliation, dans Ouattara, ça va prendre crédit. Mais ça, il faut qu'on décortique le crédit, là. Il faut qu'on décortique ça, chers camarades de l'Afrique. Alors, c'est Africa Intelligence qui donne l'information, qui fait la révélation. Alassane Ouattara lance une levée de 600 millions d'euros sur le marché financier sous-régional. 600 millions d'euros sur le marché international, sur le marché, comment on appelle ça, financier sous-régional. Ça veut dire ça fait environ 400 milliards de francs CFA. 400 milliards de francs CFA. Écoutez ici, chers camarades, et bipez-moi les enseignants, les collectivités, les agents de collectivités territoriales, les agents des mairies là. Bipez-les-moi. Bipez-moi aussi, chers camarades de l'Afrique, les travailleurs de la poste, et puis qui d'autre? En tout cas, tous les grévistes, les enseignants, tous les grévistes, en tout cas, le corps médical, tous ceux qui s'apprêtent à rentrer en grève là. Bipez-les-moi ici. Appelez-les. Parce qu'il faut qu'on parle. On dit, Abidjan s'apprête à entreprendre une importante opération de levée de fonds sous la forme d'emprunt obligataire. Une transaction cruciale pour le pouvoir d'Alassane Ouattara sous pression du trésor et des créanciers du pays. Sous pression du trésor et des créanciers du pays, chers camarades. Ah, Yoromani. Sous la pression du trésor public, l'État ivoirien s'est révélé dans l'incapacité de rembourser un certain nombre de titres de créances. Sous la pression, écoutez ici, sous la pression du trésor public, l'État ivoirien s'est révélé dans l'incapacité de rembourser un certain nombre de titres de créances. Draman n'arrive pas à payer crédit des gens. On va continuer ici. D'autant que ces obligations arrivent à échéance en mars 2025. Ces obligations arrivent à échéance en mars 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes à qui il doit là, il est prévu dans l'accord de la dette. Et quand il est parti prendre crédit là, il a signé pour dire en mars 2025 là, toi ton crédit je paye. Donc mars 2025 arrive, il n'a pas encore l'argent. On est en février. Aujourd'hui, on est le 17 février, il n'a pas encore l'argent des gens. Donc, il est parti voir au trésor. Le trésor dit il n'y a pas l'argent. Il faut qu'on paye l'argent des gens. Si on n'a pas payé l'argent des gens, ce qui est prévu dans le contrat, est-ce que vous comprenez? Ce qui est prévu dans le contrat, si on ne paye pas là, eh bien, ils vont faire ça. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'ils vont saisir les biens de la Côte d'Ivoire à travers le monde? Chers camarades d'Afrique, on va poursuivre un peu pour que vous compreniez de quoi ça s'agit. 3 banques sur l'opération. En compensation
le gouvernement propose à ses créanciers, en majorité des banques, des sociétés d'assurance, des fonds de pension ou encore des personnes physiques, l'échange de leurs dettes contre de nouvelles obligations. Comprenez ça? Le gouvernement propose à ses créanciers, en majorité des banques, des sociétés d'assurance, des fonds de pension ou des personnes physiques, l'échange de leurs dettes contre de nouvelles obligations. Donc, il veut les relancer avec d'autres, je dirais, avec d'autres accords, avec d'autres contrats. Vous comprenez? Mais est-ce que les gens vont accepter ça? Mais quand même, déjà, il faut que lui, il ait l'argent des gens. Il faut qu'il ait l'argent des gens avant de leur proposer autre chose. Parce que si tu n'as pas l'argent des gens et que tu leur proposes autre chose et qu'ils disent qu'ils ne veulent pas, c'est que tu leur proposes. T'as dit comment? Parce que quand le président Gbagbo a parlé, il a dit que quand on parle de la dette, les gens disent, oh, les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde. Il a dit, tu n'en es pas ta bouche là-bas. Parce que qui peut aller tordre le bras des Américains pour dire, il faut payer mon crédit forcé? Personne. Mais elle a Côte d'Ivoire. Mais la preuve est que le jeune Oumar Diawara a immobilisé sur le tarmac de Brazzaville je crois un avion de Air Côte d'Ivoire. Il l'a fait clouer sur le tarmac de Brazzaville. Un avion de Air Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas payé son argent. Et Dramane a été obligé très rapidement de décaisser l'argent pour qu'il puisse libérer ses camarades peu d'Afrique l'avion. Est-ce que vous comprenez? Mais là, c'est le cas. C'est le même problème qui surgit là. Quand Tina Koné a fait une révélation, il y a quelques mois de cela, il a dit, et jusque-là, il n'y a pas eu de démenti. Il n'y a pas eu de démenti. Quand Tina a dit, devant tout le monde, que quand la Côte d'Ivoire rassemble ses entrées, vous comprenez, les impôts, la douane, le port, quand la Côte d'Ivoire comptabilise tout ça, tout le jeton est là. Et puis maintenant, elle paye ses fonctionnaires. Elle ne peut plus couvrir la dette qu'elle doit payer par mois. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez un peu l'affaire? Quand la Côte d'Ivoire prend tout son jeton comme ça là, c'est-à-dire que elle peut comptabiliser, on prend un exemple, hein. Elle peut avoir dans sa caisse, peut-être par mois comme ça, peut-être, je prends un exemple, 100 millions. 100 millions. Quand elle doit payer les fonctionnaires, ça fait peut-être, les fonctionnaires vont prendre peut-être 60 millions dans l'argent que la Côte d'Ivoire a encaissé par mois, selon ses entrées. Donc, quand elle paye 60 millions pour les fonctionnaires, il reste 40 millions naturellement. Mais là, ce qu'elle doit payer aux créanciers là, c'est plus que 40 millions. C'est environ peut-être 55 ou 60 millions. Donc, quand tu mets 60 plus 60, ça fait 120 millions. La Côte d'Ivoire n'a pas les 120 millions dans sa caisse. Donc, ce qui fait que on se retrouve dans un cycle de crédit perpétuel. On se retrouve dans un cercle vicieux où on prend crédit pour payer crédit. On prend crédit pour payer crédit. On prend crédit pour payer crédit. Mais tu prends crédit pour payer crédit et le jour où tu n'as pas crédit maintenant. Et le jour où tu n'as pas crédit maintenant. Et le jour où il n'a pas crédit. Mais tenez-vous bien. J'ai demandé à ce que vous contactiez comment on appelle ça, les grévistes. C'est pas pour rien. Hein? C'est parce que en réalité, crédit, il va prendre là. Ce n'est pas pour payer les primes que vous demandez. Ce n'est pas pour satisfaire vos revendications. Ce n'est pas pour augmenter vos salaires. Ce n'est pas pour revaloriser vos salaires. Ce n'est pas pour, comment on appelle ça, pour balayer vos arriérés de salaire, les postiers là. Non, il ne va rien faire pour vous. Puisque il doit, en fait c'est la dette intérieure.